On est live. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Bonjour à tous. Sur le chat. Ouais, alors, ok, bonjour. On va attendre un petit peu que les retardataires arrivent. Je regarde un peu qui y a. Ouais, surtout c'était la fête de la musique hier, ça a peut-être veillé un peu tard. Effectivement, oui, mais les gens doivent être contents peut-être d'être devant un webinaire tranquille. On a des gens de chez Faro, on a des gens de chez Gross, des users LGM, des gens de la grosse machine. Ouais, il y a pas mal de monde. Bonjour à tout le monde. Hello, salut tout le monde. Bienvenue, on est avec Charles aujourd'hui pour le début de ce call qui nous parlera de Melting Spot et des stratégies de prospection qui sont mises en place. Ouais. Ok, bon, 11h02. Je commence peut-être à introduire un peu le but de ce call. Normalement, vous avez vu passer pas mal de communication de la part de Faro, de la part de la grosse machine. Mais l'idée du webinaire aujourd'hui, ça va être de créer une campagne de prospection de l'identification des leads avec Faro jusqu'au lancement de la campagne avec la grosse machine. Et on va le faire pour Melting Spot. On avait fait un appel à candidature là sur les 2 dernières semaines. Il y a plein d'entreprises qui ont répondu, qui ont partagé leur use case. Et d'ailleurs, merci parce que c'était ultra riche. On a eu beaucoup de candidatures. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et merci de vous être joints à nous aujourd'hui, si c'est le cas. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, vraiment, le but, ça va être de lancer une campagne pour Charles chez Melting Spot, mais surtout de vous partager un max d'insights activables. Même si la stratégie n'est pas la même, il y a des bonnes pratiques qui sont assez universelles. Donc, on veut vraiment que vous repartiez avec des insights que vous pourrez mettre en pratique par la suite. Voilà, Flavien, peut-être si tu veux dire un mot sur... Ouais, tout à fait. Mais pour me dire là-dessus, franchement, encore merci pour toutes les inscriptions et les participations, notamment aux candidatures. On a eu plein à éplucher, on a eu pas mal de travail avec Agathe. On était hyper contents d'étudier chacun votre cas de prospection, votre stratégie, ce que vous souhaitez faire, comment vous avez votre prospection actuellement. Le choix s'est porté sur Charles et sur le Melting Spot. Mais voilà, comme l'a dit Agathe, nous, l'objectif vraiment, on a créé là une campagne de A à Z pour Charles et Melting Spot, mais c'est vraiment d'essayer de vous mettre plein de tips, plein de choses activables pour vous aider à passer un cap et à augmenter vos campagnes et à améliorer la qualité de vos campagnes sur le temps. Carrément. Du coup, ça se stabilise un petit peu. Il y a encore quelques retardataires. On peut peut-être se présenter. Tu veux commencer, Flavien, ou j'y vais? Je te laisse l'honneur, Agathe. Merci. Donc moi, Agathe, ça fait 3 ans que je travaille chez la grosse machine. J'ai d'abord été client partner et maintenant je suis sales lead. Mais globalement, je suis au contact de nos utilisateurs depuis 3 ans. Et je les accompagne dans la mise en place de leur stratégie de prospection et l'implémentation, l'automatisation avec la grosse machine. Ça m'a permis du coup de découvrir énormément de stratégies, énormément d'use case, de voir des choses qui fonctionnent très bien et des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Donc vraiment, je vais essayer de vous partager un petit peu ce retour d'expérience pour que vous ne fassiez pas les erreurs de débutants qu'on voit parfois. Voilà. Et moi, de mon côté, du coup, chez Flavien, je suis chez Faro depuis février. Moi, je suis lead growth. Je m'occupe de toute la partie marketing acquisition, notamment toute la partie outbound et inbound. Et pareil qu'Agathe, on voit passer énormément de clients, on onboard énormément de clients avec plusieurs problématiques différentes qu'on essaie à chaque fois de faire monter en compétences et qui s'améliorent notamment sur notre partie, la segmentation. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir essayer de nous partager notre expertise pour que vous puissiez l'appliquer, vous, sur votre campagne et votre stratégie de prospection. Et du coup, on va laisser Charles qui a pu se joindre à nous là pour quelques minutes. On l'a arraché à une grosse journée. Mais on va parler un petit peu de Melting Spot et des stratégies mises en place pour voir ce qui a été fait à date. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Alors du coup, nous, Melting Spot, on est un SaaS qui est dédié aux équipes Customer Success. On les aide à mieux onboarder leurs clients, à mieux les éduquer aux produits en fait, et favoriser la rétention de ses clients globalement. Donc, ça va passer par une community platform, créer vraiment des communautés de clients qui vont pouvoir également s'entraider pour voilà. Enfin bref, globalement scaler le customer success, quoi. Est-ce que vous avez des questions, Agathe et Flavien? Non, c'est très clair. Ce que tu disais, c'est que c'était les communautés clients, les académies clients, c'était assez populaire sur d'autres marchés, mais qu'en fait, c'est tout nouveau, pas forcément utilisé.
Donc, c'est là un peu où réside le challenge pour toi sur le marché français, quoi. Ouais. Ce qu'on se rend compte, c'est que notamment sur les marchés anglophones, donc aux États-Unis, c'est hyper courant. Je dirais un prospect sur 2 ou un prospect sur 3 a déjà lancé une customer community pour son entreprise. Donc, c'est pas facile de ce côté-là. Et quand on s'attaque plutôt au marché français ou européen, on se rend compte que en fait, personne ne connaît ça. Et il y a énormément d'éducation de notre part à faire pour qu'ils comprennent leurs problématiques aujourd'hui en Customer Success. Ok, bon, ça nous donne déjà, vous voyez, un axe de stratégie qu'on a envie, sur lequel on a envie d'appuyer. On ne va pas vouloir aujourd'hui vendre à tout prix Melting Spot en tant que tel, mais surtout éduquer à la communauté. Et la vente arrivera dans un second temps. Ouais. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir. Merci, Charles. Hop, Flavien, tu passes. Yes, let's go. J'ai pas la main. Hop, donc vraiment le défi de Charles et de Melting Spot qu'ils ont, je pense que ça va résonner sur pas mal d'entre vous, c'est de générer un maximum de rendez-vous qualifiés pour aller après faire des démos, présenter un Melting Spot et puis finaliser, bien entendu, vendre son produit. C'est très important du coup de générer des rendez-vous quand on va faire des campagnes d'outbound. C'est quelque chose que la plupart d'entre vous essayez de faire. Donc c'est vraiment nous le défi, c'est un gros défi. Avec Agathe, c'est un marché qui est pas du tout évangélisé. Il a beaucoup de mal sur ses campagnes d'outbound. Donc notre défi sur cette campagne qu'on a créée de A à Z, c'est essayer de générer, dans 2 semaines, on regardera, mais un maximum de rendez-vous pour les équipes de Melting Spot et pour Charles. Ouais, carrément. On ne pensait pas tomber sur un use case avec autant de challenge, mais quand on a échangé avec Charles, en fait, il nous a dit qu'il n'arrivait vraiment pas à craquer le marché français, que sur la cible qu'il adressait, il avait 0 réponse. Donc on va essayer de formuler des hypothèses et de voir si ça fonctionne mieux. Là, pour vous faire un point sur sa stratégie outbound, Charles, il a décidé qu'il allait targeter les scale-up dans le SaaS avec plus de 50 employés parce qu'il a envisagé que c'était des comptes assez matures et processés pour construire une communauté. Le timing est bon. Il envisage que les plus petites boîtes n'ont pas le temps et que ce n'est pas le sujet. Donc voilà, il a visé cette typologie de compte. Et en termes de persona, il va directement taper dans les C-level côté Customer Success puisqu'il va aller contacter des VP of Customer Success, Head of Customer Success, avec le message qui va les aider à réduire le temps de support sur les users low touch. Ici, du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va challenger un peu cette approche parce qu'elle ne fonctionne pas. On aurait pu challenger le copywriting, peut-être que c'est une erreur de copywriting, mais on ne veut surtout pas être impacté, ce qu'on disait avec Flavien, parce qu'une fois qu'on a lu ces messages, on n'aura plus l'œil neuf qu'on a. Donc, on voulait vraiment garder cet œil neuf et du coup, on a formulé des hypothèses avec Flavien. Ouais, tout à fait. C'était hyper important pour nous que Charles ne nous partage pas les messages qu'il envoie, les campagnes qu'il envoie pour vraiment qu'on parte d'un tableau blanc. Juste, on a eu pas mal d'échanges avec Charles pour qu'il explique vraiment son contexte, ses clients et ce qu'il propose. Mais on voulait vraiment essayer de trouver une autre cible et on est parti sur une stratégie avec Agathe. On s'est dit que les SaaS B2B de 10 à 50 employés pouvaient être une très bonne cible pour nous, tout simplement en partant du constat. Un exemple sur des boîtes comme Faro ou comme LGM, on a beaucoup d'utilisateurs finaux. On est en train d'essayer de créer une communauté, une académie. C'est parfaitement la cible de Charles qui cible pas spécialement. Et on s'est dit qu'il y avait une bonne opportunité à saisir aussi sur ces entreprises-là. On a essayé vraiment, après on va le voir par la suite sur la segmentation, de faire un focus sur les SaaS avec beaucoup d'utilisateurs finaux. Les SaaS avec beaucoup d'utilisateurs finaux, c'est des SaaS qui vont avoir besoin du coup d'une équipe CSM, qui vont avoir besoin d'avoir d'une communauté pour pouvoir les onboarder, les faire monter en compétences et développer notamment le low touch. Au niveau du persona, on a voulu changer de persona. C'était des SaaS qui ont un département CSM, mais on ne voulait pas viser directement le CSM. Sur ces CSM de SaaS de 10 à 50 employés, ils sont très souvent dans l'opérationnel. C'est assez rare qu'ils ont le pouvoir de décision. C'est souvent les CEO ou les CRO qui ont le pouvoir de décision. Donc plutôt que d'envoyer notre campagne à nos CSM et derrière qui demande à son CEO si jamais ça l'intéressait et ensuite que ça fasse un aller-retour et que ça mette de la friction dans la prise de rendez-vous, on préfère directement viser du coup le responsable, le CEO, CRO ou CO, et qu'à la suite de cela, si jamais il reçoit notre mail et que ça l'intéresse, il passe directement le sujet à son CSM et qu'il prenne rendez-vous. On trouvait ça beaucoup plus pertinent. Carrément. Et potentiellement, c'est une hypothèse qui ne sera pas validée, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est vraiment le principe avec l'automatisation de pouvoir vraiment itérer sur toutes les hypothèses, sur tous les segments envisagés et de voir si ça fonctionne ou pas. Donc, si ça fonctionne, tant mieux, c'est-à-dire qu'on aura tapé dans le mille. Mais si ça ne fonctionne pas, on aura plein d'insights et d'axes d'amélioration, d'optimisation qu'on travaillera et qu'on partagera avec Charles.
Et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai vu passer une question de Pierre qui demandait si on allait faire un retour sur la campagne avec Melting Spot et si ça faisait genre le feuilleton de l'été. J'aime bien l'idée. C'est clairement le projet. Nous, on va suivre la campagne qui a été lancée. On va analyser les stats avec Charles. Et on fera évidemment sur LinkedIn de retour en faisant des constats et en voyant si notre hypothèse a fonctionné ou pas, s'il y a des rendez-vous qui ont été bookés, si on s'est trompé de persona, peut-être de timing. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va pouvoir qualifier et clairement, on vous fera suivre tout ça. Ouais, tout à fait. C'est super important pour nous de faire suivre et on partagera en toute transparence que ce soit une réussite ou pas la campagne. Parce que vous le savez, tous ceux qui prospectent, la prospection, c'est compliqué. Il faut toujours itérer, il faut toujours réfléchir, il faut toujours aller chercher des axes d'amélioration. Donc, quoi qu'il arrive, soit on partagera des insights, comment ça a fonctionné et pourquoi on a fait, et puis on itérera, ou soit on essaiera autre chose et on vous dira ce qu'on pense changer pour améliorer la campagne. Carrément. Alors avant qu'on aille en live sur Faro pour vous expliquer un peu comment on a créé la segmentation, comment on a fait la liste, on a quand même une petite surprise pour vous. Alors, la surprise, comme vous le disiez, on va vous partager un max d'insight. On veut vraiment que ça soit activable pour que de votre côté, vous puissiez le mettre en pratique sur vos stratégies respectives. Et pour le mettre en pratique, rien de mieux qu'utiliser Faro et la grosse machine. Donc, on vous offre tous les participants 14 jours sur Faro pour créer vos listes de leads ultra qualifiés, comme va vous le montrer Flavien aujourd'hui, et ensuite 14 jours sur la grosse machine pour pouvoir activer ces leads avec des campagnes multicanales. Donc voilà, écoutez bien, on va essayer d'être pertinent, de faire en sorte que vous appreniez plein de choses aujourd'hui, et comme ça, vous pourrez mettre en pratique. Yes, bon, on va aller directement sur Faro pour voir ensemble. Les questions. Ah ouais, bien vu Agathe. Si jamais vous avez des questions avant qu'on aille déjà dans la segmentation qui sont intéressantes et qu'on peut répondre, on va regarder. Non, mais je crois que c'est tout bon. C'est tout bon? Hop, non, c'est bon. Et dans tous les cas, nous, on essaiera de s'arrêter un petit peu pour répondre à des questions si Adrien chez LGM ou Rudy chez Faro n'ont pas répondu. Et dans tous les cas, posez bien vos questions dans l'onglet questions. C'était surtout ça mon point, parce que si vous les posez dans l'onglet chat, on va passer à côté et personne ne va vous répondre. Donc voilà, onglet questions, comme ça, on répond à tout le monde. Yes. Donc au niveau de la segmentation, voilà l'écran d'accueil sur lequel on arrive quand on se connecte sur Faro. Avant de rentrer vraiment dans le détail de comment on a créé la liste de prospection, on voulait quand même appuyer certains points avec Agathe. C'est encore fréquent, il y a beaucoup de personnes qui ont la conviction qu'en faisant de la prospection de masse, on va obtenir plus de leads et plus de conversions. Avec Agathe, on a beaucoup de recul, on voit beaucoup passer d'utilisateurs, que ce soit chez Faro ou de leur côté chez LGM. Et on a fait un constat simple, au-delà de 500 personnes dans une audience, le taux de conversion, il chute directement. Si on pense que plus l'audience est grosse, plus ça convertit, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Une audience qui n'est pas segmentée, on aura un copywriting qui va être très générique. On va pas répondre à un pain en particulier. Résultat, notre message il va pas résonner sur notre lead. Un exemple, je vais faire une campagne sur une secteur d'activité, les développements de logiciels, des entreprises de 10 à 200 salariés. Vous vous doutez bien que les problématiques pour une entreprise de 12 salariés ne seront pas les mêmes que pour une entreprise de 150 salariés. C'est très important de segmenter. Une audience bien segmentée va vous permettre de personnaliser l'approche, de travailler sur une problématique précise, sur des pains précises, et donc d'être plus pertinent et d'attirer l'attention de votre lead. La segmentation, c'est vraiment la base d'une campagne réussie. Segmentation plus copywriting, c'est 80% de la campagne. Créer des audiences qualifiées et précises, ça vous permet vraiment d'adapter votre copywriting en fonction des problématiques et de pouvoir attirer votre lead et du coup, suivant les objectifs de votre campagne, obtenir plus de rendez-vous ou plus de clics sur votre site internet, etc. C'est aussi important pour mesurer précisément les résultats. Si vous faites une campagne très précise sur une audience précise avec un pain précis, vous allez faire une ou deux campagnes dessus. Vous allez voir très rapidement si ce pain résonne auprès de votre audience, s'il fonctionne. Pareil pour l'accroche. Si vous avez une cible qui est trop large, vous ne pourrez pas savoir si ça fonctionne vraiment. C'est vraiment très très important. On le répète assez de côté de Faro et du côté d'LGM, mais on voulait vraiment mettre un point là-dessus. La segmentation, c'est la base de toute campagne de prospection. Alors maintenant, pour aller un peu plus dans le concret, pour faire la liste avec Melting Spot et Charles, on a voulu faire plusieurs choses. Tout d'abord, on a voulu cibler des entreprises qui ont une équipe CSM. Comme c'est un département CSM, c'est un produit qui va permettre d'augmenter, de créer une communauté. On va pouvoir cibler ça. Chez Faro, très simplement, on a un premier onglet qui est ciblage des prospects. On va pouvoir cibler par niveau de responsabilité et par département de l'entreprise. Là, je vais tout simplement aller dans le département marketing et cibler les équipes Customer Success. Ensuite, je vais pouvoir cibler les entreprises. Au niveau du ciblage des entreprises, il y a plusieurs types de ciblage qui existent. On va pouvoir cibler par activité,
par thème, par CONAF ou par filtre magique. Les filtres magiques vont être très intéressants pour aller plus loin dans sa segmentation. D'ailleurs, c'est uniquement ces filtres magiques que l'on va utiliser pour cette liste avec Charles. Donc, nous allons cibler, on a dit les SaaS. On peut directement taper hop, SaaS. On va rajouter un filtre en forte croissance qui va être très intéressant parce que les entreprises qui sont en forte croissance, c'est des entreprises qui acquièrent beaucoup de nouveaux clients et donc, dans notre objectif, beaucoup de nouveaux utilisateurs pour créer une communauté. Il faut savoir que ces filtres en forte croissance, nous n'allons pas analyser uniquement les résultats des entreprises. Ça serait assez restrictif. Il y a seulement 20% des entreprises françaises qui vont publier leurs comptes. On va regarder s'il y a une augmentation de l'organigramme, s'il y a des recrutements en cours, s'il y a une levée de fonds ou une augmentée de capital pour vraiment aller plus loin du coup et vraiment analyser toutes les entreprises qui sont en croissance. Autre chose que l'on a voulu faire avec Agathe, on a vraiment voulu personnaliser au maximum notre approche. Pour cela, on a voulu cibler par technologie. Il est tout à fait possible sur Faro, on a un filtre par technologie, de cibler sur différentes technologies, si les entreprises utilisent un CRM en particulier, comme HubSpot, Pipedrive, un Pixel Facebook. Là, nous avons choisi de travailler sur des live chats, des chats comme Intercom, Crisp ou Zendesk, parce que ces entreprises qui ont ce genre de chat, qui ont beaucoup d'utilisateurs et qui ont souvent déjà une communauté, ou alors qui souhaitent en créer une. Du coup, on trouvait ça hyper pertinent de rentrer ces filtres-là pour pouvoir ensuite cibler par technologie dans le copywriting. Donc, tout simplement, je vais pouvoir taper ici sur Faro Intercom, hop, ISP, et Zendesk, et ensuite, je vais les ajouter. Vous pouvez voir quand j'ajoute ici des filtres, il y a deux possibilités. Soit je peux mettre un filtre ou un filtre et pour accentuer ma segmentation. Là, si je mettais des SaaS ou en forte croissance, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Il faut mettre des SaaS et en forte croissance. Et ensuite, je vais rajouter Zendesk, Crisp et Intercom en supplément. Comme ça, même si c'est des entreprises qui n'ont pas ces technologies-là, pour ne pas se perdre des clients potentiels et des prospects potentiels. Une fois que j'ai fait ma liste, la localisation, on n'a pas d'intérêt là-dessus, c'est un SaaS, on peut travailler partout dans le monde. On va cibler par taille, on a 10 entreprises de 10 à 50 salariés. Je vais ensuite lancer ma recherche. Hop, et là je peux voir qu'il y a 128 prospects, 128 entreprises qui vont ressortir. Alors il faut savoir que sur Faro, pour l'instant, ce n'est pas possible de cibler des dirigeants qui ont une équipe Customer Success. C'est une fonctionnalité qui va arriver très bientôt, mais on peut très facilement le faire en 2 fois. Tout simplement, une fois que j'ai ma liste d'entreprises, des SaaS B2B en forte croissance qui ont une équipe Customer Success, je vais tous les sélectionner, hop, les ajouter à une liste. Je crée le nom de ma liste CSM SaaS, hop, je valide. Et ensuite, une fois que j'ai ma liste, je vais pouvoir l'exporter en CSV. Hop, là j'ai déjà fait l'export en amont. J'ai mon export en CSV et là je vais récupérer tout simplement tous les noms des entreprises, les rentrer dans Faro. Et ensuite, ça va me ressortir automatiquement les dirigeants de ces entreprises-là. Hop, là on peut voir qu'il y a 103 entreprises du coup qui ressortent. Quand je ne mets pas de ciblage précis sur Faro, de prospect, ça va me ressortir automatiquement le plus haut mandataire social de l'entreprise. Donc là, ce sera les présidents ou les directeurs généraux qui vont ressortir. Alors, une fois qu'on a fait cette liste-là, avec Agathe, on a vraiment voulu affiner notre recherche, travailler sur une technique ABM, Account Based Marketing, c'est-à-dire segmenter et travailler au niveau de chaque compte. Donc, pour chaque compte, nous allons essayer de regarder un maximum d'infos pour affiner notre liste, notamment regarder si c'est des entreprises avec beaucoup d'utilisateurs finaux, qui avaient vraiment une grande croissance. Du coup, pour cela, rien de plus simple. On va pouvoir accéder ici au profil LinkedIn, par exemple, du persona qui va ressortir pour voir un peu son scope. C'est vraiment lui qui va être en charge de ces sujets-là. On va pouvoir regarder aussi très facilement le site web de l'entreprise, la fiche de l'entreprise. On va voir tout ce qui va être données légales, données clés, technologie visible qui va nous intéresser notamment pour le copywriting et l'actualité récente de l'entreprise. Et surtout, pour chaque entreprise, ensuite, on a regardé au niveau de l'organigramme, de la direction, voir toute la direction, s'il y avait bien le président et le directeur général, voir celui qui correspondait le plus à notre scope pour vraiment essayer d'avoir une liste la plus précise possible. Une fois que j'ai ma liste comme ça, je vais tout simplement pouvoir la sélectionner et l'enrichir. Moi, je ne vais pas le faire en direct, nous enrichissons, nous, que ce soit Faro ou la grosse machine avec Drop Contact, mais la liste, on l'a préparée en amont parce qu'on va envoyer la campagne en live directement à la fin de ce webinaire. Donc, si on va sur ma liste, hop, elle est juste ici. Là, on peut voir la liste enrichie. Nous avons 97 prospects sur les 103 qui sont ressortis. Tout simplement, moi, j'ai supprimé les prospects dont l'adresse mail n'a pas été trouvée. Ça peut arriver et qui n'avaient pas de profil LinkedIn. Ce qui est super intéressant quand on fait des campagnes multicanales avec la grosse machine, c'est que même les personnes qui n'ont pas été enrichies, notamment avec Drop Contact, on va pouvoir les garder parce qu'ils ont un profil LinkedIn et on va pouvoir les activer via des messages LinkedIn. Donc voilà notre liste. Ensuite, je vais laisser Agathe vous montrer, une fois qu'on a la liste, comment on va travailler sur LGM.
Alors, merci Flavien. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. En attendant, je vois qu'Yoann demande pourquoi tu ne prends qu'un prospect par entreprise. Ne serait-il pas intéressant d'aller chercher des associés ou CTO, par exemple, en bossant sur l'organigramme de chaque entreprise, par exemple? Tu veux répondre ou je réponds? Ouais, bien sûr, c'est super intéressant. C'est tout à fait possible sur des entreprises, des plus gros comptes. On va pouvoir surtout aller cibler différents prospects. Sur des petites entreprises comme ça, moi je trouve ça un peu pushy d'aller taper les deux dirigeants d'un seul coup. Souvent, ils correspondent entre eux. S'il y a un intérêt, ils vont vraiment en reparler entre eux. À ce moment-là, ce qui est très intéressant à faire, c'est d'essayer cette campagne-là. Puis après, tu peux te garder du coup l'autre dirigeant dans 2, 3, 4 mois plus tard. Mais d'aller directement sur des petites structures, les deux dirigeants, moi je trouve ça un peu trop peut-être intrusif ou pushy. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Agathe, mais. Ouais, carrément, il parle un peu plus. Et surtout, là, on est quand même dans l'idée qu'on veut valider une hypothèse. On veut valider que c'est plutôt les C-level type CEO qui vont être intéressés par les communautés et qui, par la suite, transféreront à leurs équipes. Là, Yoann, toi, tu parles de CTO. Un CTO, dans tous les cas, l'approche ne sera absolument pas la même. Déjà, je ne pense pas que ce soit la personne intéressée, pour le coup. Et dans tous les cas, l'approche ne sera pas la même. Les payes ne seront pas les mêmes. Et du coup, on a vraiment envie, nous, d'adapter le copywriting à une cible en particulier. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de contacter une personne par entreprise. Ok, je regarde. Ok, bon. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser. Et nous, on avance et on fera une passe de toute façon à la fin. On répondra à toutes les questions à la fin, quoi qu'il arrive. Absolument. Hop, je partage mon écran. Est-ce que on voit mon écran? Ouais, tout est bon. Ok, donc là, l'idée, ça va être de passer sur la partie campagne, workflow, copywriting. Flavien a créé une liste de prospects ultra qualifiés. On vous l'a dit au début du call, la segmentation copywriting, c'est vraiment 80% de la performance d'une campagne. On a fait la première moitié, on a créé la liste de leads qualifiés. Pour autant, on n'a pas envie de s'arrêter là. Si là, vous bâclez la seconde partie, votre campagne ne fonctionnera pas, elle ne performera pas, tout simplement parce que vous n'aurez pas le bon copywriting, vous n'aurez pas le bon workflow. Donc, on veut continuer ici à passer du temps à creuser sur workflow, copywriting, en sélectionnant déjà la première partie, le workflow qui va correspondre aux habitudes de vos leads et qui sera le plus pertinent pour approcher vos leads. Chez LGM, nous, on a une spécificité, c'est qu'on propose des workflows en multicanal. On va pouvoir activer LinkedIn, email et Twitter. Donc, il va falloir choisir les canaux qui sont les plus pertinents dans notre approche. On va utiliser des templates existants. On peut créer des templates from scratch, mais très sincèrement, les templates existants répondent souvent à toutes les stratégies. Ce sont des templates qu'on a créés en se basant sur ce que faisaient nos utilisateurs sur les 4 dernières années, sur ce qui performait. Donc, on veut choisir le workflow qui fonctionne, qui est pertinent pour notre cible. On a du LinkedIn, de l'email, du Twitter. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous allez contacter des responsables achats dans des grands comptes, vous ne sélectionnerez pas un workflow qui commence par Twitter. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas actifs sur Twitter. Vous sélectionnerez plutôt un workflow qui commence par mail, puisque ce sont des cibles assez traditionnelles qui passent du temps à échanger par mail. Donc, vous préférez commencer par mail et ensuite rebondir sur LinkedIn, histoire de mettre en valeur les mails que vous avez envoyés. Nous, dans le cas de Melting Spot, on va aller contacter des CEO dans des boîtes tech /SaaS qui sont du coup extrêmement actifs sur LinkedIn. C'est un peu, ils se connectent avec tout leur écosystème sur LinkedIn, ils se renseignent, ils échangent. Bref, logiquement, un CEO de SaaS passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Donc, on est quasiment certain que c'est le bon canal sur lequel l'activer. Et ensuite, dans un second temps, on rebondira par email, sachant qu'on va enrichir les emails, que ce soit chez Faro ou chez Algem avec Drop Contact, et que sur cette typologie de compte, petite start-up, moyenne start-up, entre 10 et 50 employés, on a un taux d'enrichissement qui est très bon avec Drop Contact. Donc, on a un peu le champ des possibles. C'est une cible qui est assez facile à activer en multicanal. On a du LinkedIn possible et de l'email aussi. Donc là, j'ai ces workflows ici. Je commence par LinkedIn, je rebondis par email. Deuxième chose sur laquelle vous voulez vous poser et réfléchir, ça va être de définir le nombre de relances que vous voulez adresser à votre lead. L'idée étant de ne pas le spammer. C'est horrible les séquences avec 10 mails qui se suivent. Souvent, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de valeur dans les mails, puis ça agace votre lead plus qu'autre chose. Donc, on veut vraiment être pertinent dans les relances. Nous, dans le cas de Melting Spot, là, on active des CEO.
C-level, ultra sollicité, tout le monde veut leur vendre des trucs, clairement. Donc, on veut plutôt avoir une approche assez soft. Moi, je pense que je vais partir sur 3 relances, vraiment se concentrer sur le fond, sur le copywriting, être très pertinent, quitte par la suite à réactiver ces leads-là. On peut attendre en se disant que c'est pas le bon timing, ils sont ultra busy. Peut-être que c'est pas le bon moment pour parler de ces sujets-là, mais 2 mois après, vous pouvez les réactiver en faisant référence à ce qui était fait d'ailleurs. Il y a un côté très humain que de dire je vous ai contacté il y a 2 mois, je me permets de revenir, blablabla. Et pour vous donner un ordre d'idée sur des cibles un peu plus opérationnelles, type des sales, bizdev ou des mid-management, vous pouvez peut-être vous permettre de faire un peu plus de relance parce qu'ils sont potentiellement un peu moins sollicités. Donc voilà, la règle d'or dans tous les cas, connaissez votre cible et mettez-vous, c'est du bon sens. Si vous connaissez votre cible, évidemment que des cibles un peu tradies, vous n'irez pas les contacter sur Twitter. Donc j'ai sélectionné ce workflow. Évidemment, j'ai déjà créé la campagne parce que je ne vais pas vous bassiner avec la rédaction de chaque message pendant 1 heure. Donc elle est ici, on va détailler tout ça. Je vous fais un aperçu rapide de ce qui va se passer. On va prendre le profil LinkedIn et l'email de Charles. Et hop, je zoome un peu. On va lancer une campagne, on va aller visiter son profil, le profil des leads avec le profil de Charles. Ensuite, on enverra une invitation sur LinkedIn, puisqu'on a décidé de commencer par LinkedIn sur cette cible. S'il y a une acceptation de notre invitation, on continuera sur LinkedIn avec l'envoi de 2 messages directs. Si pas de réponse, ça peut arriver, et qu'on a un email, on vérifie si qu'on a un email, on part par email. Si on n'a pas d'email, c'est pas grave, on continue par LinkedIn. Et on essaiera d'apporter une nouveauté dans notre prise de contact. Il ne réagit pas au message, peut-être qu'avec un voice, ça fonctionnera bien. Je vous en parlerai plus tard. Si on n'a pas d'acceptation, mais qu'on a un email, on continuera par email. Dans le cas où on n'a pas d'email et que la personne ne nous accepte pas, ça va être très compliqué de rentrer en contact avec elle. Je vous conseille dans ce cas-là, et quasiment systématiquement en fait, de mettre une note directe dans votre invitation. Je vous détaillerai ce que j'ai écrit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a potentiellement des leads, vous n'avez pas les moyens de les adresser parce qu'ils ne vous ont pas accepté et qu'ils n'ont pas d'email, mais à côté de ça, ils seraient peut-être intéressés, vous, par la communauté. Peut-être que c'est le bon moment pour eux. Donc, vous voulez être sûr de pitcher 100% de votre audience pour être sûr de ne pas tomber à côté pas passer à côté de certaines conversions. Donc, on met toujours une note directe dans l'invitation pour être sûr d'adresser tout le monde. Alors, on va détailler le copywriting et la stratégie d'approche. Je vous partage quelques règles d'or sur la partie copywriting. C'est souvent du très bon sens, mais quand on automatise, on a souvent à perdre un peu ce bon sens-là. Tout simplement parce que l'automatisation donne souvent donne des difficultés à personnifier l'interlocuteur en face. C'est-à-dire qu'on adresse une masse et on oublie souvent que finalement, in the end, il y a une vraie personne qui va recevoir notre email et du coup, on a tendance à être très générique, pas personnalisé du tout. Et du coup, ça glisse en fait. Les personnes en face sont pas réceptifs à notre message parce qu'on les adresse pas vraiment. On ne sait pas qui on adresse et du coup, on adresse tout le monde et n'importe qui. Donc, mon premier conseil, qui fonctionne pas mal quand vous avez un peu cette difficulté à personnaliser vos messages, regardez votre audience et prenez un lead dans votre audience à qui vous allez écrire toute cette séquence. Vous vous adressez à lui avec les problématiques qu'il a dans sa boîte, avec les spécificités, les éléments de personnalisation que vous avez identifiés. Nous, par exemple, dans notre cas, c'est un outil de support qui est utilisé. Voilà, vous rédigez vraiment ces messages pour votre lead. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser les éléments de personnalisation, de variables, les custom variables aussi, pour scaler et adresser toute votre audience. Mais comme ça vous permet vraiment de vous adresser à des personnes in fine et pas seulement à une masse informe et vous ne savez pas tellement qui c'est. Deuxième chose, deuxième règle d'or, mettez-vous à la place de votre lead. C'est toujours du bon sens. Mais par exemple, dans le cas des relances, est-ce que vous, quand vous recevez 10 emails de suite avec des propositions de call et des calendly à la fin de chaque email, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que vous avez envie de cliquer? Souvent non, voire même ça peut vous agacer. Bon, le faites pas. La personne valide, ça sera la même chose. Surtout en plus sur cette typologie de cibles qui sont ultra sollicitées, ça fonctionne pas. Autre chose, souvent, ça c'est un peu une erreur qu'on voit assez classique.
Vous connaissez, vous, votre produit, votre service, votre plateforme par cœur, et vous avez tendance, du coup, à rentrer très vite dans le vif du sujet avec une énumération de fonctionnalités, de propositions de valeur. Bref, vous perdez, enfin, vous connaissez ce que vous vendez, et du coup, vous allez vraiment très direct dans la vente. Rappelez-vous que la personne en face, comme vous, quand vous êtes dans votre quotidien, elle vous attend pas du tout, elle n'a pas demandé d'être contactée par vous, et votre message arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il faut se rappeler aussi que cette personne-là, elle est dans son quotidien, dans son tunnel de taf, elle a certainement des deadlines, des missions. Donc en fait, si vous arrivez avec un message hyper long, avec souvent on dit une diarrhée de propositions de valeur, il va pas du tout comprendre quel est le sujet, il va pas du tout prendre le temps de faire parallèle avec lui les problématiques qu'il rencontre, ça va le décourager si c'est trop long, et il y a de fortes chances qu'il lise pas parce qu'il n'a pas envie d'accorder ce temps de cerveau-là à quelque chose qui lui demande des efforts de compréhension. Donc mon conseil, rappelez-vous toujours on se met toujours à la place de son lead, et rappelez-vous du coup que la personne ne vous connaît pas, ne connaît pas votre produit ni votre service, et que surtout elle a très peu de temps de cerveau à vous accorder. Donc on veut des messages très courts, très simples, vraiment pour amorcer un échange plutôt que de vendre directement via une séquence. Donc ça, c'est un peu les règles d'or. Après, il y a aussi des bonnes pratiques par canal. Donc globalement déjà, avant de rentrer dans les différences sur LinkedIn et par mail, globalement, pour garder vos messages simples, pensez à un point clé par message. Vous voulez pas détailler toutes vos propositions de valeur, mettre 5 points clés en avant, la personne ne comprendra pas, elle va pas faire l'effort. Donc on garde les choses simples. Un point clé par message, et un call to action. Le call to action, on veut qu'il soit à la fin du message, qu'il soit clair, efficace, direct, pour vraiment driver votre lead jusqu'à la réaction que vous voulez de sa part, logiquement une réponse. Donc voilà, un point clé, un call to action. Sur LinkedIn, on est sur un chat, soyez plus conversationnel. Vraiment, faites attention à ce que les messages soient encore plus courts par mail, parce que c'est très mal foutu et du coup, vous voulez pas scroller, enfin, votre lead va pas scroller pendant 10 minutes. S'il le fait, il lira pas votre message et il va louper la moitié des choses. Donc, court, conversationnel, on est sur un chat. Par mail, vous pouvez vous permettre de faire des phrases un peu plus longues et de formater un petit peu plus. Mais on reste dans tous les cas ultra court. On veut surtout pas tomber dans l'effet email marketing / newsletter. C'est pas du tout comme ça qu'on engage les personnes. Voilà pour les règles d'or. Nous, dans le cas de Melting Spot, faut garder en tête que on est sur une cible qui n'est pas du tout au courant, qui n'est très peu sensibilisée à l'utilisation des communautés clients. Donc, ce qu'on disait au début, là, le copywriting, on veut vraiment qu'il soit là pour faire de l'éducation, pour susciter un peu leur curiosité plutôt que pour vendre Melting Spot vs un autre tool de communauté. On n'est pas du tout dans de la vente pour l'instant, on est dans de l'éducation. Je vais vous détailler un petit peu du coup ce que j'ai fait. Donc, message, une note directe, surtout pas les notes type un peu sneaky, type j'ai envie de rejoindre votre réseau parce qu'on partage plein de choses en commun, et ensuite vous vous enchaînez avec 10 DM. Ça fonctionne pas du tout, plus ça va agacer votre lead. Non, vous voulez être honnête, vous voulez pitcher aux personnes qui potentiellement ne vous accepteront pas et qui n'ont pas d'email. Donc ici, j'accompagne les SaaS B2B à réduire le support généré par leur user low touch. Company name, donc le nom de la boîte. Custom attribute, pourquoi un custom attribute? Parce que nous, on a identifié dans Faro des éléments de personnalisation. Ici, Revolution Mobile est en croissance. C'est l'une des hypothèses qu'on veut valider. Si on est en croissance, on a de plus d'utilisateurs. Est-ce que vous êtes intéressé pour échanger sur la valeur d'une communauté client? Hop. Et du coup, de la même manière, on a personnalisé aussi avec les plateformes pour lesquelles on a identifié qu'ils utilisaient déjà des tools pour le support, parce que c'est la deuxième hypothèse qu'on veut valider. Il y a de plus en plus d'utilisateurs si vous utilisez une plateforme. Ensuite, on sélectionne un délai pertinent par rapport à sa cible. Moi, ici, j'ai décidé d'attendre 5 jours pour laisser le temps à mon lead de m'accepter. Sur des sites beaucoup plus traditionnels, vraiment, n'hésitez pas à attendre 8 jours parce qu'ils se connectent plus ponctuellement sur LinkedIn. C'est pas qu'ils veulent pas vous accepter, c'est juste qu'ils se connectent pas comme tous les CEO de startups tous les jours ou toute la journée. C'est une fois par semaine, le vendredi, c'est leurs petites habitudes. Donc, laissez-leur le temps de vous accepter. Lorsqu'on est accepté, du coup, on va envoyer un message. Alors, je ne vais pas vous lire tous les messages, ça ne va pas être très pertinent pour vous. Mais du coup, je vous détaille le point clé que j'ai décidé d'aborder.
Ici, c'est de réduire le temps de support sur les users low touch pour maximiser la conversion sur ces users-là qui sont des freemium et des trials. Donc voilà, c'est mon point clé. Vous voyez, je suis ultra succincte, on va dire, dans mon message. Je suis sur LinkedIn. On est très, très conversationnel. Et d'ailleurs, j'essaie d'engager le dialogue avec une question à l'intention de mon lead. J'attends 4 jours. Je ne vais pas lui envoyer 2 jours après un message. Je vais lui laisser un peu le temps de répondre. Le CEO est présent sur LinkedIn, mais il est aussi sur Sollicité. Donc, on ne veut pas l'agacer. Il faut trouver le juste milieu. Et ici, j'aborde un deuxième point clé. Ça n'a pas fait mouche, ma première approche. Réduire le temps de support sur les low touch, c'est peut-être pas quelque chose qui l'intéresse pour l'instant. En revanche, maximiser la rétention grâce à l'utilisation via le support self-service des communautés, c'est peut-être quelque chose qui l'intéressera. Donc, je lui demande, de façon très naturelle, est-ce que tu l'envisages un peu plus? J'attends 7 jours. Je lui ai déjà envoyé 2 messages. On se rappelle toujours qu'on ne veut pas être trop pushy. Si après ces 7 jours, j'ai pas de réponse et que j'ai un email, je vais passer par email. Un conseil dans le multicanal pour apporter une touche vraiment naturelle à vos campagnes et à votre approche, faites toujours référence au canal qui a été activé précédemment. Ici, je fais référence à mes messages LinkedIn. Pourquoi ? Peut-être parce que la personne n'a pas vu le message LinkedIn, donc elle va aller voir, elle va trouver très intéressant comme approche et elle me répondra. Peut-être aussi parce que il pensait que c'était pas très intéressant, etc. Il les a lus en travers, mais le fait que je fasse référence, ça montre qu'il y a vraiment une opportunité, que j'ai pris le temps de trouver son email, de lui envoyer un email, et peut-être ça vaut le coup quand même de s'y pencher. Et au-delà de ça, ça floute le fait qu'on fait de l'automatisation. Ce sont des cibles qui ne sont pas dupes, mais pour autant, on n'a pas envie que ça crée automatisation. Donc voilà, il y a une approche très naturelle à faire ça. Je récapitule un petit peu ce que je disais par LinkedIn. On copie-colle pas le message LinkedIn. C'est horrible. Du coup, sinon, il verra les mêmes messages un peu partout. Donc là, j'essaie de reformuler et récapituler mon point. Et du coup, d'essayer de comprendre ce qu'il en est et s'il peut être intéressé. En finissant par une sorte de break-up email, c'est-à-dire qu'ici, j'essaie de comprendre, vu que j'ai pas de réponse et que j'ai pas envie de le spammer, si peut-être c'est pas quelqu'un d'autre qui gère chez lui. En l'occurrence, je demande si c'est pas les CSM directement. Si j'ai pas d'email, à ce compte-là, je continue par LinkedIn. On voit que les messages directs, ça l'interpelle pas tellement. Je peux tenter une approche par voice. Alors, les voice sur LinkedIn, je pense que la plupart d'entre vous ne savent même pas que ça existe pour l'instant. C'est assez méconnu. C'est vraiment comme un message WhatsApp que vous allez enregistrer. Et donc, les gens se doutent encore moins que ça puisse être automatisé. Chez LGM, on l'automatise. Donc, Charles est venu se connecter sur la plateforme pour enregistrer son petit voice. Hello, je te contacte une dernière fois. Je me dis juste que c'est peut-être pas toi qui gère en interne. Je ne fais pas tout écouter, mais ça fonctionne très très bien. Ça permet, nous, on a vu en interne, de doubler la conversion VS un DM classique, tout simplement parce que entendre quelqu'un qui prend le temps de s'enregistrer pour vous solliciter, qui est sympa, qui est solaire dans sa façon de vous parler, ça peut que engager la personne en face qui se dit ok, il a pris le temps de s'enregistrer, il m'écrit, il tente. Je vais quand même lui répondre. Donc voilà, un voice, on est très court dans le voice. L'idée, c'est pas de pitcher votre produit encore une fois, juste de faire entendre votre voix avec une petite relance. En l'occurrence, ici, Charles demande si c'est bien lui qui gère la partie communauté ou s'il faut qu'il s'adresse au Customer Success. Et moi, dans mon cas, j'ai voulu rajouter une petite touche encore humaine en doublant le voice d'un petit message et en disant si tu préfères échanger par mail, vu que nous, on n'a pas son email, je te donne mon email. Voilà. Et évidemment, dans le cas où on n'a pas d'acceptation, mais qu'on a un email, on va continuer par email. Le fond est le même, juste comme vous pouvez le voir, je me permets des phrases un petit peu plus longues puisque c'est sur l'email, on peut se permettre de détailler un petit peu plus les choses. Mais là, mon point clé, c'est la réduction du support low touch avec un call to action à la fin direct et simple à répondre. Une relance où j'aborde la rétention. Ici, par mail, je me permets un tout petit peu de parler plus de call et de rendez-vous, tout simplement parce que ce n'est pas un chat. Donc, c'est un peu pénible d'échanger par mail. Peut-être que ça vaut le coup directement d'échanger de vive voix. Ça t'intéresse de discuter de ce que vous pourrez mettre en place. Mais voilà, ça reste très soft. Je ne partage surtout pas Calendly. Ça ne marche pas du tout. Et dernière relance, un break-up email pour essayer de comprendre si tu n'as pas de réponse. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas toi qui gères ?
Pour rappel, une campagne de prospection, le but, c'est pas de vendre directement le produit via des messages, voire à tout prix de booker des rendez-vous. C'est évidemment le mieux. Mais dans tous les cas, nous, on veut qualifier le lead. S'il n'y a pas de réponse, on veut comprendre pourquoi, plutôt que de forcer encore et encore à proposer son agenda. Donc là, j'ai envie de savoir si c'est un problème de timing, un problème de persona, s'ils sont déjà équipés, ce genre de choses. Et enfin, petit bonus sur cette campagne pour Charles. On met toutes nos chances de notre côté pour essayer de faire en sorte que cette campagne performe. Toutes les personnes qui ne répondent pas après 14 jours, je vais les ajouter dans une autre campagne. Et cette campagne sera activée avec le profil du CEO de Charles, qui relancera sur LinkedIn en disant quelque chose de très naturel, une approche très humaine. « Hello, Charles a tenté de te contacter, pas de retour, on t'a identifié comme les comptes prioritaires avec qui on a envie de bosser, on pense que c'est pertinent. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser avec nous ou d'échanger du moins sur l'opportunité d'une communauté ?» Ça fonctionne très bien parce que c'est naturel, ça floute le fait qu'on fait de l'automatisation. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un hiérarchiquement supérieur qui prend le relais, donc c'est assez flatteur pour la personne en face. Voilà, on a fini la campagne. Alors, quand on écrit les messages, ça prend un peu plus de temps, mais si vous connaissez votre cible et si vous gardez les choses simples, logiquement, vous pouvez vous en sortir très rapidement et lancer facilement votre campagne. Ce qu'on va faire maintenant, j'ai créé mon workflow, j'ai connecté l'identité de Charles et j'ai importé l'audience que Flavien a créée sur Faro. On a rédigé tous nos messages personnalisés, courts, avec tous les bons usages. Et du coup, je clique sur Launch et là, on n'a plus qu'à attendre et espérer des conversions. Hop, est-ce que vous avez des questions? Ouais, je trouve qu'il y en a pas mal. Merci beaucoup. En tout cas, Agathe, c'était top. Il y a pas mal de questions. On va pouvoir bien prendre le temps de répondre un peu à toutes les questions. Ok, super. Alors, je regarde un petit peu. Ok, il y a énormément de questions. Ouais. Très bonne question. Je regarde un petit peu sur la partie, parce qu'il y a les questions qui ont été mises en avant par Adrien. Est-il possible d'inclure des sessions de call dans ces campagnes? Alors, c'est carrément conseillé. Je ne l'ai pas abordé, honte à moi. On conseille fortement de doubler l'automatisation avec une approche de call, tout simplement parce que personne ne le fait. Vous voyez, là, les gens sont plutôt dans la dynamique de faire de la masse et de lancer des campagnes très peu personnalisées, donc ils ne sont pas du tout dans je fais du call pour essayer de convertir, de prendre contact avec mes leads, pardon. Donc carrément, faites du call, attendez que certains messages aient été envoyés, comme ça en plus c'est pas du call, vous avez contexte pour vous appuyer et ça performe très bien. Ouais, et pour rebondir en plus là-dessus, Adrien l'a un peu répondu dans le chat, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de faire des call sur des actions précises, quand il a cliqué sur un lien, quand vous voyez qu'il est en train d'ouvrir votre email et qu'il a ouvert plusieurs fois, vous décrochez au téléphone à ce moment-là, il est dans votre tête parce qu'il vient de lire votre email. Ça, c'est des moments qui sont super importants. Vous pouvez vraiment faire des sessions de call comme ça avec des outils comme LGM. Vous avez l'ouverture en direct et là, c'est hyper intéressant de travailler sur le bon moment. Facilitez-vous la vie, faites pas des sessions de call à froid, c'est trop dur, ça fait trop mal quand on se prend des bâches, donc essayez d'activer votre lead de façon smart en amont et faites les calls quand il y a des signaux forts de la part de vos leads. Alors, tu as mis quoi dans Attribute 1 ? Alors, je repasse sur la partie campagne. Dans Attribute 1, ce que j'ai mis, c'est ce qu'on a identifié avec Faro. Flavien, lui, a identifié des éléments sur lesquels on voulait s'appuyer, c'est-à-dire est-ce que la personne est-ce que le compte est en croissance ou est-ce qu'il utilise une solution pour son support? Parce que nous, on s'est dit que nos hypothèses, c'était s'ils sont en croissance ou s'ils utilisent déjà un tool, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs à gérer et peut-être passer par les communautés, ça a du sens. Et du coup, c'est ce que j'ai mis ici. Soit est en croissance, soit, hop, j'ai nommé le tool utilisé. Utilise Chris pour le support, vos users doivent être nombreux. Alors, yes. Il y a une autre question qui arrive après sur les notes qui est très intéressante. Alors, je te laisse y répondre, Agathe, c'est plus votre expertise et vous, les notes LinkedIn. Oui, alors, c'était la question, une note pour l'imitation ou pas nécessaire? Alors nous, oui, on conseille, chez LGM, pour le coup, on a une croyance très forte qui va un peu à l'encontre de tout ce que vous pouvez voir sur LinkedIn, sur les réseaux et tous les conseils qu'on vous donne là-dessus. Nous, on conseille vraiment d'ajouter une note directe à votre message d'invitation. Ça sort pas de nulle part, hein, c'est pas un parti pris pour faire à l'inverse de la tendance, mais vraiment, on
on a automatisé sur énormément d'utilisateurs et on a accompagné également des utilisateurs dans la prospection. Et donc, on a pu faire des tests. On a fait notamment des tests à l'époque avec une agence de curation qui s'appelle Sortlist, une agence belge, qui contactait des directeurs marketing. Et du coup, on s'est dit, on avait une audience à peu près à, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais il me semble à 800 leads. Donc, on a splitté l'audience en deux et on s'est dit, use case parfait pour faire un A/B test et enfin en avoir le cœur net. Donc, on a mis une note très directe dans la première invitation. Sortlist accompagne les agences et vous aide à choisir les meilleures agences pour vos besoins, etc. Et une autre note, pas de note du tout dans la deuxième phase de test. On veut surtout pas l'entre-deux un peu tiède qui fonctionne pas du tout et qui est sneaky, qui est « j'ai vu votre profil, il m'intéresse beaucoup, je veux suivre vos actualités ». Ça marche pas. Et ensuite, on a mesuré du coup le taux d'acceptation. Alors, sans surprise, si on met une note directe, le taux d'acceptation était un peu moins fort, ça jouait à quelques pourcents, était un peu moins haut que sans note. Mais finalement, le taux d'acceptation, on n'en a rien à faire. C'est pas révélateur d'un max de rendez-vous pris, ça ne veut rien dire, c'est un peu une vanity metrics. Donc, on a continué à mesurer beaucoup plus loin dans le funnel. On est allé jusqu'à mesurer le taux de réponse qualifiée. Et en fait, là, la tendance était inversée. On a remarqué qu'on a plus de réponses qualifiées lorsqu'on mettait une note directe vs lorsqu'on ne mettait pas de note. Tout simplement parce que lorsqu'on met une note directe, on est sûr déjà d'adresser 100% de l'audience. C'est ce que je vous disais dans le cas de Melting Spot. Ceux qui n'ont pas d'email, ils seront quand même adressés. Ça fait un effet de filtre finalement. Seulement ceux qui sont intéressés vont accepter et du coup, on a un taux de réponse qui est meilleur. Tout ça pour dire que oui, c'est un grand oui. Ajouter des notes dans l'invitation, des notes directes. Et comme d'hab, avec l'automatisation, on itère. Peut-être que sur certaines cibles, ça ne fonctionnera pas. Mais nous, on conseille plutôt d'en ajouter. Alors, est-ce que tu vois d'autres points? Alors, une autre question qui est pas mal. Ouais, vous ne conseillez pas d'utiliser Calendly dans ces mails. Quels sont des bons exemples d'utilisation? Merci. Alors, très bonne question. Dans cette séquence, on n'a pas décidé d'utiliser de Calendly parce que, comme on l'a dit en amont, c'est vraiment une cible qu'on essaie d'évangéliser, qu'on essaie d'éduquer, qui n'est pas encore tout à fait en connaissance de ce marché-là. C'est vraiment très développé aux États-Unis, en Angleterre. Du coup, le fait de créer des communautés clients pour développer l'autouch. En France, pas trop. Utiliser un Calendly, ça aurait été un peu trop pushy. Sur d'autres cibles, moi, par exemple, dans des séquences d'emails avec Faro, j'utilise sur les derniers mails, des fois, un petit Calendly. Ça marche, ça te décroche des rendez-vous. Ça va vraiment dépendre de vos cibles. Il n'y a pas de contre-utilisation de Calendly, mais on conseille quand même, enfin moi personnellement, je conseille sur les 1, 2, 3 premiers emails, peut-être pas de Calendly. Sur une fin de séquence, on peut l'envoyer. Ça va dépendre aussi de votre cible et de l'objectif de votre campagne. Oui, carrément. Je suis complètement alignée. Déjà, dans les premiers, il n'y a rien de pire sur une première prise de contact que de mettre un Calendly. La personne ne vous attend pas, elle est dans son tunnel de taf, c'est ce qu'on disait. Donc, en plus, si vous faites même pas l'effort de lui proposer un call, mais que vous êtes en mode, tiens, book, enfin, c'est pas respectueux. Ça, il y a peu de chances, si vous ne connaissez pas, il y a peu de chances qu'il book. Ça arrive, franchement. Je l'ai vraiment vu très rarement, très rarement arriver. En fin de campagne, pourquoi pas, effectivement, de toute façon, on est un peu désespéré. On balance un Calendly, si ça marche, tant mieux. Toujours en gardant en tête qu'il faut aussi penser à qualifier le lead plutôt que systématiquement vouloir prendre des rendez-vous. Mais oui, là-dessus, ça peut fonctionner. Et aussi, ce qu'on disait, adapter avec les interlocuteurs. Ce que tu disais, Flavien, sur cette cible-là, on n'a pas envie d'utiliser de Calendly, on est là pour les éduquer. Et au-delà de ça, c'est des CEO de boîtes en forte croissance. Donc, sur leur partage de notre Calendly, je pense qu'ils vont le regarder avec un air un peu condescendant et se dire clairement, j'ai pas le time. Donc, il faut aussi s'adapter à son audience. Sur des cibles un peu moins sollicitées, vous pouvez tenter un Calendly une fois dans les séquences. Ok, alors, on a plein de questions. Il y a pas mal de questions. Ouais. Peux-tu parler des attributs que tu as placés dans ta campagne dans Selba? Ça, tu peux aussi en parler, Flavien, parce que ces attributs-là, ils viennent de Faro, finalement. Ouais. Tout à fait, on a vraiment essayé, comme on dit, de personnaliser au maximum et de segmenter. Il y a 2 personnalisations qu'on voulait faire, du coup, des entreprises en forte croissance et qui utilisent une technologie en particulier. Donc, on a vraiment travaillé sur ces attributs-là. Du coup, soit si la personne utilisait un chat intercom, Crisp ou Zendesk, on lui disait, enchanté, EventMaker, utilise Crisp, utilise Zendesk, etc. Du coup, je suppose que tu as beaucoup d'utilisateurs parce que c'est souvent le cas quand on utilise un chat. Ou alors, vous êtes en forte croissance. Du coup, je suppose que vous avez aussi beaucoup d'utilisateurs. On a vraiment essayé de travailler sur ces deux points-là pour la personnalisation qui sont à chaque fois super importants. Et après, on peut
travailler sur plein de choses, mais notamment la personnalisation par technologie montre vraiment qu'on s'intéresse à l'entreprise et qu'on s'est renseigné dessus parce que savoir qu'une entreprise utilise une technologie, c'est qu'on a quand même fait des recherches au préalable sur l'entreprise dans la tête de notre prospect du moins. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, voilà, et on les voit ici. Flavien avec Faro avait extrait les différents éléments. Moi, je les ai repris. Alors évidemment, j'en ai fait des phrases dans mes custom attributes, mais j'ai repris soit la forte croissance, soit l'outil utilisé. Il y a 3 custom attributes, c'est rien de sorcier, c'est juste qu'en fonction de la formulation, le custom attribute 1 n'allait pas partout, donc j'ai juste tout remis en forme. Mais sinon c'est vraiment, en termes de fond, c'est les mêmes, la techno ou la croissance. Ouais. Ok. Alors, dans ta séquence, tu ne proposes pas du tout de contenu. Non, effectivement, je propose pas de contenu. C'est vrai que j'aurais pu, parce qu'on est, comme on le disait, on est sur un travail d'éducation, donc ça peut avoir du sens. Mais vu que je vais sélectionner, je vais solliciter, des cibles très sollicitées, justement, type CEO, je ne voulais pas tellement pousser de contenu parce que je me doute un petit peu qu'ils n'auront pas le temps. Donc, je voulais plutôt vraiment être dans cette approche conversationnelle qui va permettre d'échanger par la suite. Mais ça pourrait être carrément le contenu, une sorte d'A/B test qu'on peut tester, justement. Une séquence où on est un peu plus sur du partage de contenu, une autre sur de l'approche conversationnelle. Moi, c'est une conviction personnelle, mais je trouve que le contenu, souvent, il est pas lu. J'imagine, quand je reçois un mail, du moins, déjà, si je lis tout le mail, j'essaie de comprendre ce qui est dit, c'est bien, mais il y a peu de chances que j'aille cliquer sur le lien en plus. Donc, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je sais pas, toi, Flavien, si tu te positionnes là-dessus. Ouais, moi c'est pareil, j'aime bien en fin de campagne, tu vas partager du contenu à valeur ajoutée précise pour ma cible, créer sur une landing page spécialisée avec un contenu spécifique. Après, pas spécialement sur le début, pareil, parce que surtout sur une cible de CEO, c'est des personnes qui n'ont pas trop le temps. Vous pouvez partager un article, vous avez 9 chances sur 10 qui vont pas prendre le temps de le lire. Donc, on peut tester le contenu, comme a dit Agathe, à itérer, à faire des tests sur la fin de campagne. Sur le début de campagne, c'est pas trop le truc que je partage. Ou alors une petite vidéo suivant qu'on peut insérer aussi. C'est des choses qu'il peut faire. Là, on a essayé vraiment d'essayer sur des cibles comme les CEO de pas trop partager un maximum de trucs. C'est des cibles qui sont quand même très très sollicitées et qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Donc, essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. Ouais, carrément, je suis d'accord. On a une autre question sur la séquence. Une question, qui est cool sur. Ouais. Combien de contacts conseillez-vous pour lancer une campagne au maximum? Je te laisse la lire, Agathe, tu es dessus ou pas? Ouais, je suis dessus. On a mentionné 500 dans une audience tout à l'heure. Est-ce que ça change lors du passage à la campagne? Alors, Flavien a mentionné, c'est qu'à partir de 500 leads, on voit que le taux de conversion chute. Mais nous, ce qu'on conseille chez LGM, c'est plutôt 50 à 100 leads par audience. Si vous êtes au-dessus, il y a de fortes chances qu'il vous manque des critères de segmentation et que vous ne soyez pas assez précis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Agathe là-dessus. Je peux juste renforcer là-dessus. Une séquence déjà de 200 prospects, ça fait déjà pas mal de prospects. Et nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est même une fois que vous avez votre liste pas mal filtrée, prenez les 10, 20, 15 minutes pour aller du coup rapidement sur chaque compte, vérifier qu'ils sont bien dans votre cible. Ça vous permet vraiment d'imprégner du coup l'audience à laquelle vous allez adresser, de savoir exactement ce qu'ils proposent. Et dans votre copywriting, c'est quelque chose que il va fortement vous aider. Vous savez exactement le type d'entreprise que vous avez dans votre audience, les peines qu'ils ont. Et là, c'est des 10-15 minutes qui vont vraiment travailler et qui vont aboutir sur la conversion. Et d'ailleurs, c'est vraiment ultra important de faire des audiences super qualifiées avec des peines très précis. Et je suis d'accord. Et d'ailleurs, Flavien, on avait envisagé la qualification à la mano pour aller encore plus loin. Nous, on s'était dit qu'on peut aussi identifier qu'il y a beaucoup d'utilisateurs finaux dans une boîte, tout simplement parce qu'ils ont un panier moyen qui est assez bas. Plus le panier moyen bas, plus il y a des utilisateurs finaux parce que ça peut être, par exemple, des tools comme Calendly, où on va avoir toute la boîte qui l'utilise, etc. Donc, on s'était dit que manuellement, on aurait pu aller encore plus loin et pourquoi pas aller regarder la page pricing de chaque boîte pour garder seulement ceux qui avaient un panier moyen inférieur à 100 € et que du coup, on voulait voir si ça allait corroborer notre hypothèse. On ne l'a pas fait parce qu'on a décidé de le faire directement au Faro et de pas aller encore plus loin dans la segmentation manuelle, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui est fortement conseillé. L'automatisation, c'est bien, mais parfois, il faut venir remettre une touche manuelle pour être encore plus précis. Alors,
Une petite question qui est cool là, que vient de poser Steven sur les icebreakers. Que pensez-vous, qui est très souvent posée, que pensez-vous des icebreakers en rapport avec les personnes en début de mail? Exemple, félicitations pour votre 50 d'entreprise. Est-ce pertinent? Alors là-dessus, il y a vraiment deux écoles. C'est un peu flatteur pour la personne. Il y a des personnes qui vont se sentir flattées, qui vont peut-être vous répondre. Mais si derrière, il n'a pas intérêt pour votre produit, il va vous répondre juste par sympathie, par politesse, parce que vous l'avez flatté. Mais moi, je conseille vraiment une segmentation. Dire, j'ai vu que vous utilisez HubSpot, j'ai vu que vous utilisez Crisp, ou j'ai vu que vous êtes en forte croissance, qui va vraiment plus impacter la personne et légitimer votre approche que dire félicitations pour votre anniversaire des 5 ans, où la personne va dire merci. Mais derrière, voilà, c'est un peu touchy, c'est un peu comme la note que parlait Agathe, ravi de faire partie de notre réseau, etc. Je suis carrément d'accord et au-delà de ça, Je sais pas ce que tu en penses, toi, Agathe, de je ton suis côté, mais complètement alignée. Surtout sur, par exemple, Melting Spot, la cible CEO, CEO de boîtes qui sont en forte croissance dans la tech. Je pense que déjà, ce genre de message, ils le reçoivent toute la journée. Et au-delà de ça, ça a été tellement fait, ce genre d'icebreaker, que maintenant, sur des sites digitales comme celle-ci, ils savent que c'est automatisé. Donc, pas qu'ils ne seront pas avec une approche plus transparente, mais à minima, vous valorisez leur temps en étant transparent, sans les flatter à tort et à travers. Donc, je suis complètement d'accord. Je ne pense pas que ça fonctionne. Vaut mieux, dès que vous avez la possibilité d'apporter de la valeur et d'être pertinent, faites ça plutôt que de tourner autour du pot. Alors, hop, je regarde. Je pense je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions. On peut rester 5-10 minutes de plus pour ceux qui veulent. Alors, ça, on a. ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal encore. Comment tu gères plusieurs profils dans la même entreprise? Ah oui, comment tu gères la prospection sur plusieurs profils dans la même entreprise? Il y a tellement de questions que ça bouge. Surtout quand c'est une taille médium pour éviter de prospecter en même temps. Ouais. Est-ce que vous avez des recos dans Faro ou tu veux que je prenne avec LGM? Comment tu gères la prospection sur plusieurs profils dans la même entreprise, surtout quand c'est une taille médium pour éviter de prospecter en même temps? L'ultra-segmentation, tout simplement, vous avez secteur d'activité, vous pouvez cibler par secteur d'activité, dire ok, il y a un tel qui fait ce secteur d'activité-là, un tel qui fait ce secteur d'activité-là avec une taille, vraiment vous mettre par quarter ou par trimestre ou par mois, suivant votre volume de prospection. Vous allez chacun identifier des secteurs d'activité, une taille d'entreprise, vous partagez chacun des marchés et ensuite vous pouvez analyser puis changer de marché pour aussi pas tomber dans une routine. Mais moi, sur une équipe sales, c'est comme ça que je conseille de fonctionner, je pense. Ouais, carrément. De toute façon, on y revient toujours. Hein. C'est la segmentation. Je pense que quand j'accompagne des clients, je pense que je le dis vraiment 20 fois. Ça doit être vraiment lourd. Mais en fait, tout revient à la segmentation. Tout se passe par la segmentation. Donc, vraiment, s'il y a un mot qu'il faut que vous reteniez en partant, c'est segmentation. Et là, par exemple, dans l'idée, si vous segmentez bien, vous allez approcher d'abord une typologie de cible dans l'entreprise. Une fois que la campagne est terminée, une autre. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des doublons. Alors, je regarde. Ça se calme un petit peu. Les gens commencent à avoir faim, peut-être. Ouais, je pense. Après, n'hésitez pas, parce qu'on va pas, malheureusement, il n'y a pas de questions à répondre à tous. Vous pouvez nous les poser, nous envoyer des messages à moi ou à Agathe sur LinkedIn et on vous répondra un par un. Il n'y a aucun souci parce que malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Oui. Et du coup, peut-être dernier point que je peux mettre en avant sur l'utilisation que Charles va faire de la grosse machine et comment nous, on va pouvoir suivre, la qualification des leads et voir si ça a été pertinent, si les personas étaient les bons, si le timing était le bon. Je vous montre du coup où ça se passera. Hop. On a lancé la campagne. Donc, je retourne sur ma partie campagne. LGM fait son travail. On a commencé à activer, on a contacté une personne, on en a activé 97. Donc, ça avance doucement. Et du coup, on va pouvoir... Est-ce que ça... J'ai l'impression que j'ai frisé un peu. Vous m'entendez ou pas? Bon. Ok, je sais pas, je suis bloquée. Ouais, je t'entends. Ok, attendez, je refais une passe. On va voir si ça fonctionne. Je suis pas experte Livestorm, normalement, je suis plutôt du côté modératrice. Hop. Et voilà. Alors. Ok, c'est parce que je suis dans la partie onboarding. Du coup, excusez-moi. On va pouvoir qualifier les leads. Par exemple, les leads qui auront répondu, on voudra qualifier leurs réponses. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils ont booké un call? Est-ce qu'ils sont prêts à convertir? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir à la fin, nous, dans les posts LinkedIn qu'on va faire et dans les retours qu'on va vous faire, vraiment avoir une analyse ultra fine
pas s'arrêter au taux de réponse, ça ne veut rien dire, mais aller beaucoup plus loin pour ensuite tirer des insights et des axes d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Ne vous arrêtez pas, comme on dit avec le taux d'acceptation, ne vous arrêtez pas au taux de réponse. Quand vous lancez une campagne, on dit souvent chez LGM, mais si vous insultez toute votre audience, vous allez avoir des taux de réponse incroyables et pour autant derrière, très peu de conversion. Donc, encore un dernier conseil, vraiment qualifié. On va prendre une dernière question, Adrien me dit qu'il y a une question. Quelle famille de critères vous combinez généralement pour avoir des audiences suffisamment restreintes? Par exemple, j'utilise CMS, technologie de tracking, mais j'ai des listes beaucoup plus larges. Voilà, clairement, c'est pour toi, Flavien. Ouais. Alors, quelle famille de critères vous combinez généralement pour avoir des audiences suffisamment restreintes? Il va en avoir plein de critères. Par exemple, pour avoir des audiences restreintes, tu vas pouvoir cibler des entreprises de développement logiciel qui utilisent HubSpot et qui sont en forte croissance. Là, tu vas être assez restreint. C'est vraiment mon conseil de combiner, si tu veux avoir des audiences restreintes assez précises, c'est de combiner un secteur d'activité spécifique, une taille d'entreprise, une donnée qui va être financière, en tout cas de croissance ou de décroissance, et une technologie. Alors là, si tu alignes vraiment les quatre, tu vas avoir une audience hyper restreinte et des pains qui sont assez spécifiques. Et là, c'est vraiment un combo parfait. Ça peut être aussi, parce que là, on a fait en forte croissance, des entreprises qui sont en perte de chiffre d'affaires, c'est possible de le cibler, ou qui ont perdu du coup la marge opérationnelle. Ben là, ça peut être d'autres pains qui vont être intéressants, notamment par exemple si on a une entreprise qui aide à lever des fonds ou comme ça. Mais voilà, vraiment combiner un secteur d'activité, une taille d'entreprise, une donnée de croissance ou de décroissance et une technologie, c'est vraiment les 4 familles de critères que je conseille pour avoir des listes très segmentées. Parfait. Ok, je regarde. Je sais pas si ça répond à la question. Je crois que c'était Denis qui avait posé. Oui. N'hésitez pas, oui, si Denis a l'air de dire que ça répond à la question. Je pense qu'on a fait un bon tour. Dans tous les cas, vous allez recevoir le replay. Je vous remets ça là quand même. Gardez en tête que tout ce qu'on a dit, donc revoyez le replay si vous ne vous rappelez pas tellement de tout ce qui a été partagé. Et du coup, n'hésitez pas à aller sur Faro et sur LGM pour lancer vos campagnes et faire vos tests. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Du moins, avec Flavien, on s'est vraiment astreint à faire en sorte que ça soit des insights activables et concrets, pas du bullshit, que des choses faciles à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous lancez des campagnes. Faites-nous signe. Peut-être qu'il y aura d'autres success stories à raconter sur LinkedIn après ce webinaire. Et surtout, nous, on va vous tenir au courant de la campagne lancée pour Charles, parce que c'est quand même ça dont il était sujet aujourd'hui, en espérant que notre hypothèse est la bonne. Mais sinon, c'est le game. On itère et on essaiera de comprendre ce qu'il faut améliorer. Ouais, merci vraiment à tous. C'était super de faire ce webinaire avec vous. On va bien entendu continuer ce feuilleton d'été, comme ça a été dit, en allant plus loin après dans la campagne. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, à nous les poser sur LinkedIn. On essaiera de répondre au maximum de personnes et on essaiera de refaire d'autres webinaires comme ceci si ça vous a plu. Ouais, super. Merci à tous pour votre attention. On ferme la room et à très bientôt. Bon appétit tout le monde d'ailleurs, il est temps. Yes, merci à tous. Au revoir. Salut Flavien. Bon appétit. Ciao, ciao. Salut Agathe.